C'est quoi l'afrofuturisme? L'afrofuturisme, c'est un mouvement artistique qui existe depuis les années 60. Il met en scène de la science-fiction qui se mélange avec une esthétique dite africaine. Un peu comme les Asiatiques ont su s'approprier la science-fiction, comme les Japonais avec Akira ou Ghost in the Shell, ou plus récemment les Chinois avec Folding Beijing, les Africains et les Afro-descendants ont commencé à implanter des éléments de leurs différentes cultures dans ce genre. Ainsi, il n'est pas rare de trouver des Maasai dans l'espace, des peintures tribales sur des ministres, ou des pharaons venus pour demander des comptes aux Noirs opprimés modernes. Parce que oui, l'afrofuturisme est empreint de la lutte contre le racisme, que doivent encore et toujours mener les Noirs. Et c'est pour ça que les héros des livres, des BD, des films sont toujours des rois ou des reines, pour prendre à revers l'idée selon laquelle les Noirs devraient toujours être le personnage secondaire, voire même l'esclave, le serviteur du héros. Mais l'afrofuturisme parle aussi de la place de la femme noire, comme égale de l'homme noir. L'indépendance, la force de caractère, voire même la peau foncée qu'on a souvent reproché à la femme noire, devient un modèle. Ça, on peut le voir avec tout le phénomène de la blaxploitation, notamment avec Pam Grier et Tamara Dobson, deux actrices qui ont joué les premières héroïnes noires, mais surtout les premières héroïnes fortes et indépendantes tout court au cinéma. Un des sujets qui revient aussi souvent, c'est le rapport entre l'origine et le progrès, le futur et le passé, thématique qui est ancrée chez les Afro-Américains et les Africains anciennement colonisés, dont le pays et le passé est marqué par la colonisation et l'esclavage, mais qui doivent aussi se reconstruire après ça. Le jazzman, et surtout l'artiste Sun Ra, en a été le plus grand représentant. Il est presque l'un des maîtres fondateurs de l'afrofuturisme dans les années 70. C'est lui qui a remis à l'honneur la figure du pharaon, qui se l'est approprié, parce que c'était des rois d'Afrique, mais surtout une civilisation avancée et admirée par les Européens. Après, plus récemment, on a Missy Elliott qui a toujours présenté des clips léchés, futuristes, et même, j'ai envie d'ajouter Doja Cat qui a toujours mélangé la culture du hood, la culture des quartiers noirs, avec de la pop et avec une esthétique de science-fiction, où elle n'hésite pas à se faire passer pour une alien en se peignant totalement en vert, ou en contrôlant la vie d'un être humain dans Kiss Me More, avec SZA. Forcément, puisque la culture noire dépend de chaque peuple et de chaque pays, beaucoup de thématiques différentes ont été abordées, et je ne peux pas toutes les citer. C'est pour ça que je vais vous faire une petite liste de 5 œuvres qui s'inscrivent dans le mouvement futuriste et qui m'ont personnellement plu. Numéro 1, Fast Color. Je voulais commencer par un film ou une série, sans passer par mon cauchemar depuis 2018, à savoir Black Panther, qu'on recrache à toutes les sauces dès qu'on parle d'afrofuturisme. Je vous jure, c'est sur tous les sites, ça fait partie de la stratégie marketing de Disney. Black Panther, créé par Stan Lee, qui était le premier héros fort noir dans un univers de SF. J'expliquerai un jour pourquoi je n'aime pas Black Panther, mais pour le moment, je voudrais vous parler d'un film très peu connu et pourtant qui s'inscrit vraiment dans le mouvement afrofuturiste. Fast Color, c'est un film américain, sorti en 2019 avec Gugu Mbatha-Raw dans le rôle principal. Dans un futur proche, dans l'état du Midwest aux États-Unis, il n'a pas plu depuis 8 ans. Pendant cette sécheresse, Ruth, une vagabonde, tente de retourner dans sa maison d'enfance pour y retrouver sa mère et peut-être avoir enfin des répits. À chaque fois qu'elle fait un malaise, elle crée d'immenses tremblements de terre. Ellis, un agent du gouvernement, essaie de l'arrêter, pour lui aussi déjouer le mystère. Personnellement, je trouve que c'était un film très intéressant, parce qu'il dépeint quelque chose qu'on voit de plus en plus, mais qui était encore assez rare. Une femme noire dans un premier rôle dans un cinéma fantastique. Mais au-delà de ça, c'est surtout l'aspect très animiste qui emprunte l'afrofuturisme que j'aime bien dans ce film. Le rapport entre les éléments de la nature et la psyché humaine. La thématique de la connexion entre les êtres, qu'ils soient de la même famille ou non. L'apprentissage des anciens, la passation du savoir. Mais aussi ce que je trouve très intéressant, c'est tout le discours sur la résilience, sur le fait de se relever après avoir été brisé, et le long chemin vers le fait d'aller mieux, de guérir de ses blessures. 2. La parabole des talents. La parabole des talents est un livre d'Octavia E. Butler, publié en 1998. Comme vous vous en doutez, il s'agit d'un roman afrofuturiste. Mais je dois dire que ce qui m'a choqué dans ce roman, c'est à quel point il est pertinent et inventif. Je pense que vous faire un résumé rapide va vous aider à comprendre ce que je veux dire par là. Je tiens à vous rappeler que ce roman a été écrit en 1998. En 2032, les États-Unis sont ravagés par une dictature violente, chrétienne fondamentaliste. À sa tête, le président Steve Jarrett a obtenu le pouvoir en ayant axé toute sa campagne sur le fait de rendre à l'Amérique sa grandeur. En anglais,
Make America Great Again. Une fois président, il a déclenché des émeutes raciales et interdit les religions non chrétiennes, menant au rétablissement de l'esclavage par la mise en place de colliers de servitude, comme les colliers électroniques de chiens en fait, qui infligent les pires douleurs à celui qui tente l'évasion. Les privilégiés de ce monde oublient alors leurs tourments en enfilant les masques à rêve, des masques de réalité virtuelle où la vie paraît moins dure. Mais au milieu de ce chaos, l'héroïne, Lorraine, parvient à trouver un peu de paix dans une espèce de secte, la semence de la Terre. Malheureusement, elle apprend que son demi-frère, Marcus, a été réduit en esclavage. Elle souhaite alors le sauver. Quand j'ai lu ce livre, j'en ai eu des frissons. Je savais pas, mais il s'agissait de la suite d'un livre qui s'appelle La parabole de la Terre, mais ça n'a pas gêné ma lecture plus que ça. Je trouve que le style est assez précis, très concret, et je crois que il n'y a pas un seul noir qui ne se soit jamais posé la question « Comment j'aurais fait pendant l'esclavage ?» Et bien ce livre, qui est anxiogène, qui est stressant, se propose comme une espèce de possibilité. Ce livre tient vraiment en haleine. En plus de préparer une éventualité pour chaque chose, chaque solution que l'héroïne trouvera se heurtera à quelque chose. On sent la souffrance, la misère, la douleur de ces gens qui ne sont pas nés dans l'esclavage et qui donc ont eu à supporter, en plus de leurs conditions, le fait d'avoir perdu leur liberté. Franchement, si vous venez d'un peuple qui n'a pas connu l'esclavage, dans son histoire, je vous invite à lire ce livre. Parce que même si les héros sont noirs, il a une portée universelle très immersive. J'aurais tendance aussi à vous conseiller Entre chien et loup, qui est un autre livre qui se passe dans une réalité où les blancs seraient victimes d'une époque post-ségrégation. C'est très intéressant, mais c'est plutôt pour un public entre 11 et 15 ans. Donc finalement, c'est beaucoup plus facile à lire. Mais comme c'est une uchronie, je sais pas vraiment de l'afrofuturisme. Mais concernant la parabole des talents, c'est vraiment mon coup de cœur de cette année et je vous le conseille vraiment. Numéro 4, Afronauts. Je sais ce que vous pensez quand on vous dit cinéma africain. Vous pensez à ça. What the hell? What a bastard! What you are doing? Et oui, le cinéma nigérian et du Ghana sont des fausses à mème. Et d'ailleurs, juste pour le plaisir... You slapped me, you monkey! Marry me. Mais là, j'aimerais vous parler d'un film que j'ai découvert cette année, Afronauts. C'est un film de la Zambie. C'est là. C'est un court-métrage d'une quinzaine de minutes qui raconte l'histoire vraie du programme spatial de la Zambie dans les années 60. Parce qu'à cette époque-là, c'était la guerre entre l'URSS d'un côté et les États-Unis de l'autre pour savoir qui allait gagner cette course spatiale. Bien sûr, d'autres pays comme la Chine voulaient leur part du gâteau. Et d'ailleurs, on oublie souvent, mais la Chine, ça a été le 3e pays à aller à la conquête de l'espace dans les années 60. J'imagine que ça peut vous faire sourire, mais les pays africains ont aussi beaucoup lorgné sur la conquête spatiale. Par exemple, le Nigeria disait en 2016 vouloir envoyer un homme dans l'espace d'ici 2030. Et c'est pas des blagues, le Nigeria se sert beaucoup de ces informations satellites pour traquer et tuer les membres de Boko Haram qui se cachent dans les massifs du pays. Pour ceux qui savent pas, Boko Haram, c'est une organisation terroriste qui, notamment, se spécialise dans l'enlèvement de jeunes filles et dans l'esclavage. Un plaisir finalement. Et ces images satellites, donc, ont vraiment permis de servir de preuve de massacres pour des procès, etc. Mais dans les années 60, la conquête de l'espace par des Africains, ça portait un peu à sourire. Beaucoup de pays d'Afrique, principalement des anciennes colonies, peinaient économiquement, notamment dû à des gouvernements corrompus ou à une mauvaise redistribution du PIB. Mais en Zambie, un état au sud du Congo, 12 scientifiques sont fascinés par la course à l'espace retransmise partout dans le monde. Ils s'attellent alors à la création d'une fusée censée être lancée le jour de la fête de l'indépendance. C'est ce que raconte le film, de façon fictionnelle, dans une ambiance éthérée, très brumeuse, assez spatiale justement. Si dans beaucoup de films africains, le manque de budget met assez mal à l'aise par rapport aux prétentions, ici, je trouve que ça rajoute un filtre de mystère, presque de folie par rapport aux souhaits des personnages. Plus encore, je crois que le choix de l'actrice principale, Diandra Forrest, une mannequin albinos, ajoute à l'aspect très futuriste du court-métrage. Je vous invite à le regarder, il est disponible sur YouTube, parce que même si c'est pas un court-métrage très accessible, il a le mérite de poser la question. Que se passerait-il si un pays africain envoyait dans l'espace quelques-uns de ses concitoyens? En quoi, par exemple, la culture de la Zambie ajouterait quelque chose à la manière de faire? Par exemple, on a le cliché selon lequel les Allemands sont ordonnés, soignés, presque maniaques.
On a le stéréotype de l'anglais très poli, très courtois, qui respecte les règles et les protocoles. Et les Français, on est les meilleurs en improvisation, c'est souvent pour ça qu'on est très bon en art. Qu'est-ce qu'apporterait la Zambie? Qu'est-ce qu'apporterait l'Éthiopie par exemple à la conquête de l'espace? Je trouve que ça ouvre des débats qui sont intéressants. Numéro 5, Osborne Macharia. C'est un artiste kényan basé au Canada dont l'œuvre est surtout composée d'art digital. Il mêle les costumes traditionnels de son pays, le Kenya, et tire parti des différentes cultures pour créer des visuels originaux, propres, dont l'amoncellement de détails, de textures va vous faire saigner du nez, même sur le décor. Mais en dehors de ce mélange, il y a aussi d'autres séries de photos qu'il fait, beaucoup de recherches sur ce que les Coréens appellent le neutro, à savoir le fait de moderniser le rétro. Les éternelles tresses deviennent des terrains de jeu sur ces modèles. Mais il y a aussi des photos très anxiogènes, qui jurent avec le côté pop des autres. Comme ici par exemple, on sent la dureté, la confusion, la violence dans le mannequin. C'est le genre d'art que personnellement j'aimerais voir en comics au moins une fois. Voilà, c'était une vidéo très rapide sur l'afrofuturisme, en espérant que vous ayez aimé.